Bonsoir. La France est prête à envoyer 1100 hommes en Bosnie pour protéger les convois humanitaires et elle demande une protection aérienne convenable. En exprimant ce matin cette position, Paris veut clairement pousser ses alliés à s'engager à ses côtés pour ramener la paix dans l'ex-Yougoslavie. Paris qui agit dans le cadre de l'ONU, quelques heures à peine après le vote de 2 résolutions. Xavier Bodin-Hula. La route Split-Sarajevo. Pour protéger ces convois humanitaires, la France prend l'initiative. Quelques heures seulement après le vote de l'ONU et après consultation de François Mitterrand, Roland Dumas annonce que 1100 hommes vont être envoyés sur place. 1100 hommes sous les couleurs françaises, c'est-à-dire distinctes des forces de l'ONU. Une unité de génie pour la sécurité des routes et le déminage, une unité de transport de troupes, une unité de blindés légers et une unité d'hélicoptères. Pour l'instant, les régiments concernés n'ont pas encore été choisis, mais leur mission sera délicate. On n'est pas évidemment à l'abri de tous les risques, et notamment des risques d'affrontement. Il faut bien qu'on le sache, il faut dire cette vérité au pays. La France demande aussi l'autorisation de survol de la Bosnie-Herzégovine, une protection aérienne nécessaire pour la sécurité des troupes. On sait que le seul avion radar AWACS français est déjà à la disposition de l'Union de l'Europe occidentale et assure des missions de surveillance au-dessus de l'Adriatique. Reste la question, la France ira-t-elle seule? Nous sommes tournés vers nos partenaires et nous leur disons, toujours par voie diplomatique, voilà ce que la France est prête à faire, que faites-vous de votre côté? Nous attendons leur réponse. Pour ne pas être seule, la France souhaite que le commandement des forces envoyées sur place se fasse dans le cadre de l'OTAN et de l'Union de l'Europe occidentale, mais ce n'est pas encore acquis. Et justement, la Belgique répondra elle aussi favorablement à toute demande d'envoi de troupes faite par l'ONU. Et la Grande-Bretagne consulte aujourd'hui ses alliés. Reste à savoir de quoi sera composée cette force et qui en assurera le commandement. Les États-Unis semblent un peu en retrait et l'Europe devra peut-être assumer la responsabilité de l'intervention. C'est ce qui ressort des réunions de l'OTAN, de la CSCE et de l'UO. De Bruxelles, François Poulet-Matisse. L'OTAN, cet après-midi à Bruxelles, comme hier l'UO à Rome, ne s'est pas montré favorable à une intervention militaire massive. Les ambassadeurs des 16 pays de l'Alliance, après avoir pris connaissance du coût énorme que représenterait la création par la force de corridors humanitaires, sont plutôt favorables à l'hypothèse d'un appui ponctuel. Pour le président bosniaque, qui était présent au même moment à la conférence de paix de Lord Carrington, un tel appui militaire est de toute façon insuffisant et dépassé. Par contre, Milan Panic, Premier ministre non invité du nouvel État yougoslave, Serbe-Monténégro, ne craint pas, lui, les conséquences de la résolution de l'ONU. Nous offrons une garantie pour une autre route entre Belgrade et Sarajevo. Et je pense de toute façon que la résolution des Nations Unies était plus menaçante qu'autre chose. Je pense qu'il est bon de vous dire qu'il ne sera pas nécessaire d'utiliser la force, car moi, je travaille dans un sens opposé. Il est clair que les experts militaires de l'OTAN ont tout fait pour décourager les responsables politiques de l'Alliance de s'engager dans une opération militaire massive. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui à ces responsables en leur disant en substance, si vous engagez des troupes, les pertes risquent d'être énormes. D'où la prudence cet après-midi de cette réunion des ambassadeurs qui devrait se traduire par une suite de consultations avant de prendre une véritable décision sur le type d'accompagnement militaire des convois humanitaires. Et on vient de l'apprendre, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a décidé d'ouvrir une enquête sur les atrocités du conflit yougoslave. Alors Christian Mallard, on a un peu l'impression que les diplomates ont fait le minimum pour rassurer leurs opinions publiques et le maximum pour empêcher l'engagement militaire. Oui, ce qui est clair, c'est que l'ONU autorise le recours éventuel à la force, mais évite de l'imposer, de le prescrire. En fait, aucun des pays occidentaux concernés ne tient à s'enliser dans une guérilla contre les Serbes et chacun espère que l'action humanitaire sous protection militaire sera un facteur de dissuasion pour les Serbes. Alors nous sommes pour l'instant dans une phase intermédiaire entre l'action humanitaire et l'intervention armée et dans 15 jours environ, au moment de l'acheminement de l'aide humanitaire sur le terrain, on devrait savoir si les Serbes acceptent que cet acheminement se déroule normalement ou s'ils cherchent alors à provoquer le dérapage pour entraîner les Occidentaux dans un engrenage infernal. Alors Christian, on a l'impression quand même que la position française est beaucoup plus poussée et que François Mitterrand veut un peu pousser les Européens à prendre leurs responsabilités. Oui, les Occidentaux, vous savez, sont conscients de l'extrême difficulté de leur tâche et sont réticents à intervenir, on l'a dit. Mais c'est dans ce contexte-là que François Mitterrand dit à ses partenaires « Vous devez prendre vos responsabilités, la France, elle accepte d'envoyer d'autres hommes sur le terrain. Alors nous ne voulons pas être seuls, l'heure n'est plus aux tergiversations. » Et parmi les partenaires visés par François Mitterrand, eh bien, il y a George Bush,
qui se retranche derrière ses préoccupations électorales, Helmut Kohl très hésitant et John Major qui, comme d'habitude, s'aligne un peu aveuglément sur la position américaine. Et le gouvernement français sait qu'il ne détient pas la recette miracle, mais pour régler le problème de l'ex-Yougoslavie, disons qu'il a au moins le mérite d'essayer d'agir. Merci Christian. Toujours au chapitre international, la situation est si critique à Kaboul que les civils tentent de fuir par tous les moyens. 100 000 personnes seraient bloquées dans les faubourgs de la ville. D'autres ont réussi à gagner la frontière avec le Pakistan. Des centaines de réfugiés sont ainsi arrivés depuis hier dans cette région. La Corse est-elle devenue hors la loi? On peut se poser cette question après la recrudescence de criminalité que vient de connaître l'île. Une dizaine de hold-up, dont un très spectaculaire, 3 agressions, une action commando et plusieurs attentats, tout cela en une semaine. Et ce matin encore, 2 hommes ont attaqué et grièvement blessé un convoyeur de fonds en plein centre d'Ajaccio et à visage découvert. Pascal Mizrahi. Cible des malfaiteurs corses ce matin, cette agence du Crédit Lyonnais située en plein centre d'Ajaccio. Scénario simple, un fourgon de Securipost arrive devant la banque. Un convoyeur de fonds en descend avec un sac rempli de billets. Il doit en effet ravitailler le distributeur automatique de l'agence bancaire. Tout d'un coup, 2 hommes armés, à visage découvert, surgissent. Ils tirent en direction du convoyeur, s'emparent du sac de billets et s'enfuient à pied. Tout cela en plein jour et surtout à 50 mètres seulement du palais de justice d'Ajaccio. Grièvement blessé d'un coup de crosse à la tête, le convoyeur de fonds a été hospitalisé. Autre scénario, l'explosion la nuit dernière à Sartène d'une station-service. Spectaculaire incendie et pas de revendication d'attentat. Au même moment, à Bastia, un commando saccageait les locaux d'un établissement public chargé d'étudier les dossiers des agriculteurs en difficulté. Il y a 3 jours, cette fois, sur l'aéroport de Bastia, 4 hommes armés arrivés en hélicoptère s'emparent de 7 millions de francs qui se trouvaient dans la soute d'un avion d'Air Inter. 7 millions transportés auparavant par la société Securipost. Hold-up de haut vol en raison de la technique utilisée. La veille, 7 vols à main armée avaient été commis sur l'île. Un touriste avait également été tué à Bonifacio. Un village de Haute-Corse a explosé. Tout cela le même jour. Spectaculaire recrudescence du banditisme sur l'île de Beauté en pleine période estivale. Du coup, la Corse figure en tête des régions françaises ayant le plus fort taux d'insécurité. La Corse en première ligne où l'État n'arrive toujours pas à se faire entendre et respecter. Invité du 19-20, Bernard Bonnet, préfet chargé de la sécurité en Corse. Bonsoir. Bonsoir. On a l'impression que la situation n'est plus du tout contrôlée en Corse en ce moment, Bernard Bonnet. Bien, alors si vous le permettez, sur le contrôle de la situation en Corse, je dirais que ce qui me frappe personnellement le plus depuis une semaine, c'est que dans une île de 250 000 habitants, 12 personnes ont été arrêtées et écrouées pour des faits d'une très grande importance que vous n'avez pas cités tout à l'heure à l'antenne et je le comprends fort bien. Nous avons hier un jeune homme de 16 ans qui avait tué il y a 3 jours un touriste italien qui a été écroué. Hier à Bastia, alors que vous montriez d'autres images de Bastia, 7 personnes ont été écrouées pour escroquerie contre les PTT d'un montant d'à peu près 4 millions de francs. Mais si vous voulez... Vous n'allez pas nier la recrudescence de violence, j'imagine. Et vous devez vous-même, j'imagine, être inquiet devant cette recrudescence. Tout à fait. Mais si vous voulez, je crois que là, il faut réagir plus, peut-être, si vous le permettez, avec lucidité qu'avec émotivité par rapport à cette situation. C'est vrai qu'il y a depuis 3 mois une augmentation de la criminalité et de la délinquance, plus précisément dans certaines de ses formes. Il y a eu des agressions contre les touristes étrangers, c'est vrai. Et hier, je n'ai pas pu terminer tout à l'heure, mais nous avons encore arrêté l'agresseur de 2 touristes étrangers, italiens d'ailleurs, et qui a été écroué. Donc il y a une recrudescence, mais si vous le permettez, en termes d'augmentation de la criminalité, je n'entrerai pas dans un débat sans intérêt de chiffres. Mais en 1991, par exemple, la Corse a été la 4e région. Ça veut dire que 3 régions seulement ont fait mieux en termes d'évolution. C'est très important. Excusez-moi, en ce qui concerne les événements qui se sont passés toute la semaine dernière, qui, d'après vous, mène ces événements? Est-ce que ce sont des malfaiteurs de haut vol ou est-ce qu'on est en train d'assister à une espèce de dérive de la délinquance en Corse en ce moment? Non, alors actuellement, incontestablement, nous avons des criminels organisés en ce qui concerne notamment ce qui s'est passé à Bastia-Porrette, l'aéroport de Bastia, c'est-à-dire ce hold-up que vous avez qualifié de haut vol. Il est incontestable que ce ne sont pas des délinquants occasionnels. Donc là, il y a des délinquants d'habitude, des criminels,
Et ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons une criminalité saisonnière. Par conséquent, une criminalité à laquelle sont très sensibles les touristes étrangers. Mais j'insiste, parce que je crois que c'est très important, sur le fait que cette criminalité n'est absolument pas l'expression d'une dérive. J'ai entendu parler de dérives mafieuses et autres. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une criminalité saisonnière, c'est vrai, et plus spectaculaire en ce qui concerne Bastia notamment, puisque là, nous avons eu un hold-up dont on pourrait parler, mais ce n'est pas le lieu, mais effectivement très spectaculaire. Alors Bernard Bonnet, vous restez avec nous, vous allez le voir, les policiers ne sont pas les seuls à réagir à cette violence, des élus aussi sont choqués. Ainsi, à Aléria, le maire de la ville a envoyé aujourd'hui une lettre au ministère de l'Intérieur dans laquelle il exprime sa préoccupation et demande des mesures. Sur place, Laurence Bobillier et Pierre Michel. En Corse, une image qui ne choque personne. Ici, dans un petit village au nord de Bastia, un bureau de poste fermé pour cause de braquage. Les hold-up, les agressions se multiplient. À Aléria, l'été est calme, mais dans le passé, la commune a connu la violence. Jean Massiani, avant de se reconvertir comme glacier, tenait un bureau de change. Il a été agressé. Ce sont des épreuves qui sont très difficiles à surmonter sur le plan personnel. Il y a une remise en question, il y a une frustration. On ne sait pas à qui on a affaire, à qui on a eu affaire. C'est peut-être des gens que l'on côtoie régulièrement et c'est très frustrant. Pour pouvoir les arrêter, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience générale de la population, évidemment. Parce que c'est un peu trop facile actuellement de braquer et puis on braque. Et puis en réalité, qu'est-ce que ça a comme incidence? Pas grand-chose. Le maire d'Aléria, très sensibilisé par l'augmentation de la criminalité, ne cesse d'alerter les pouvoirs publics. Pour lui, il y a urgence, d'autant que les jeunes qui vivent en Corse sont habitués à la violence et passent plus facilement à l'acte. Depuis 20 ans, cette île est plongée dans la violence et que la violence a légitimé l'action directe. C'est-à-dire que pour un jeune aujourd'hui, malheureusement, l'acte de prendre ce dont on a besoin est un acte qui est devenu légitime. C'est perçu comme une révolte contre la société ou une révolte contre le fait qu'on n'a pas d'argent. Je crois que ce qui dessert aussi aujourd'hui la Corse, c'est qu'il y a dans cette île un culte ancien de l'arme. Aléria est un lieu symbole, c'est ici qu'est née la lutte nationaliste. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une autre violence, des faits divers quotidiens qui révèlent une crise profonde de la société corse. Face à cette crise, justice et police semblent bien impuissantes. Alors Bernard Bonnet, vous avez entendu les témoignages de ce reportage, on a entendu c'est facile de braquer, il n'y a pas de conséquences. Est-ce que d'après vous, l'État peut aujourd'hui assurer la sécurité en Corse? Écoutez, j'avais essayé au début de notre interview de vous dire qu'en 2 jours, nous avions arrêté 12 criminels, ce qui sur une île de 250 000 habitants est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement spectaculaire. Donc, à votre question très précise, je répondrai oui, là, l'État a la volonté d'arrêter la criminalité. La volonté, oui, peut-elle réelle, et oui, l'État a également besoin, sans doute, de prise de conscience, mais également de concours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, car je trouve qu'on parle trop du silence lorsqu'on évoque la Corse, mais il ne s'agit pas de critiquer une population qui n'aiderait pas, car elle nous aide à sa façon, mais nous avons davantage besoin de participation pour la résolution, pour nous aider à mettre notre volonté qui, elle, est sans faille, pour nous aider à la mettre en œuvre. Donc, par conséquent, la déstabilisation à laquelle vous faites allusion, ou la déstructuration de cette société, ne sera véritablement corrigée que par un effort collectif dans lequel la police et la gendarmerie ont un rôle sans doute essentiel, mais non exclusif. Donc, par conséquent... Ça veut dire que les policiers ne peuvent rien faire sans les Corses? Les policiers ne feront rien, ou ils font déjà beaucoup, puisque je vous l'ai dit, mais ils ne remettront pas à flot totalement la situation sans l'aide des Corses. Est-ce qu'il vous arrive parfois, à vous ou à vos policiers, d'avoir envie de baisser les bras? Jamais. Vous en êtes sûr en ce qui vous concerne? Convaincu. En ce qui concerne vos policiers aussi? Également. Bernard Bonnet, je vous remercie. Toujours en Corse, des incendies d'origine criminelle ont dévasté cette nuit plus de 1000 hectares de forêt et de maquis. Les pompiers sont intervenus en plusieurs endroits, mais le feu s'est propagé très vite. Un camping a été détruit par les flammes, une personne tuée et plusieurs pompiers blessés. Maxime Villerillo et Raymond Sardabis sur place. Un mort, un camping dévasté, 1000 hectares de chênes-lièges partis en fumée. À quel commanditaire les incendiaires ont-ils obéi? Car on n'a plus de doute sur la nature des 5 feux partis quasi simultanément. Ces 5 mises à feu sont d'origine criminelle, d'autant plus que durant la journée, nous avons eu de nombreux appels pour essayer de nous détourner de part et d'autre, que ce soit à Solenzar, que ce soit à l'Hospédale, que ce soit à Figre, et toutes les fois, bien évidemment, dans la panique,
nous avons envoyé des moyens. Aujourd'hui, on s'interroge sur la volonté des criminels. Opération à caractère spéculatif, on en doute, même si la région de Porto Vecchio suscite de réelles convoitises, car l'incendie d'il y a 10 ans n'a pas provoqué pour autant un raz-de-marée immobilier. Alors certains évoquent la pratique interdite de l'écobuage, tandis que d'autres prêtent aux incendiaires des dessins inavouables. Il y a quand même des personnes qui sont décédées. Il y a des maisons qui ont brûlé, donc ça veut dire qu'on ne met pas le feu pour embêter, on met le feu pour faire mal. On est prêt à tout. Comment douter de la perversité des incendiaires, puisque la détresse des hommes ne semble pas les émouvoir? Il ne nous reste rien, juste ça. Regardez mes mains, et voilà, c'est tout ça. Aujourd'hui, Sainte Lucia de Porto Vecchio pense à soigner ses blessures. Mais les Canadaires qui continuent de sillonner le ciel corse restent lourds de menaces. Yvon Briand est mort dans un accident d'avion. Le leader du CNI se trouvait avec sa femme et son fils de 8 ans qui ont aussi péri dans la catastrophe. La météo est à l'origine de l'accident. Le leader du Centre national des indépendants se rendait à un meeting à Ajaccio pour défendre le oui à Maastricht. Yvon Briand était député européen et voulait incarner une droite libérale et nationale. Michel Lemerle. C'est une image de battant et de jeune loup de la politique que s'était forgé ce Breton de 38 ans. Entré à l'Assemblée en 86, il y avait siégé aux côtés du Front National avant d'être élu 3 ans plus tard, député européen sur la liste de Valéry Giscard d'Estaing. Il avait en politique une idée fixe, travailler à rééquilibrer l'opposition sur son aile droite. Tant que l'opposition ne prendra pas en compte l'aile droite de l'opposition, eh bien nous n'en sortirons pas. Aujourd'hui, tous les rameurs sont à gauche. Et le bateau de l'opposition tourne en rond. Nous souhaitons qu'il y ait autant de rameurs à droite qu'à gauche. C'est alliance inattendue entre ce jeune loup et le vieux parti d'Antoine Pinet, avec le Centre national des indépendants, qu'Yvon Briand va tenter ce rééquilibrage. Il accède à sa présidence fin 89, rue de l'Université. On n'oublie pas cet épisode. Il a changé les choses par le fait qu'il a apporté incontestablement un sang nouveau au sein du mouvement, une démarche nouvelle due à son âge. Il avait une démarche de vie qui était une démarche de fonceur. Il était hier soir encore engagé dans son ultime combat politique, la campagne du oui pour Maastricht, et c'est en se rendant à une réunion publique qu'il a péri dans cet accident. Les douaniers ont d'abord découvert 2 camions de déchets hospitaliers, puis 8 autres. Un nouveau a été intercepté ce matin en Moselle et c'est finalement un immense trafic qui est mis à jour. Un trafic venant d'Allemagne. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été arrêtées et inculpées aujourd'hui. Hervé Dino. Retour à l'envoyeur sous escorte policière et douanière pour ces camions allemands soupçonnés de transporter des déchets médicaux. Interceptés mercredi et jeudi dans l'est de la France, ces chargements en provenance de Leipzig et de Berlin devaient initialement être stockés et éliminés dans des carrières désaffectées. Une opération effectuée en toute illégalité puisqu'aucune autorisation administrative n'avait été délivrée. Les déchets médicaux, des seringues et des poches de plasma étaient dissimulés au milieu de déchets plastiques plus inoffensifs. Dans le cas présent, la réglementation n'a été nullement respectée. Premièrement, les marchandises ont été déclarées, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, déchets de plastique, alors qu'en fait, il s'agissait à tout le moins d'ordures ménagères. Et ensuite, on suspecte de ces camions de transporter en plus des déchets hospitaliers. Ce matin, ce poids lourd, en provenance de la région de Berlin, a été intercepté en Moselle, ce qui porte à 11 le nombre de chargements douteux stoppés en France en une semaine. Le phénomène prend de telles proportions que les autorités allemandes ont décidé de réagir. Hier, 350 agents de police ont fait une descente dans une 50aine de compagnies spécialisées dans le stockage de déchets. À l'issue de ces perquisitions, 3 responsables de sociétés ont été arrêtés et le parquet de Francfort a ouvert une information judiciaire contre 30 autres personnes. Et on l'apprend, le PDG de la Sodex, l'une des entreprises mises en cause en France dans cette affaire, vient d'être inculpée. Toutes les sociétés d'assurance, y compris l'UAP, honoreront leur contrat avec les centres de transfusion sanguine. L'UAP qui fait donc volte-face. Mais au même moment, le directeur du CRTS de Marseille met en garde les médecins et affirme qu'il existe toujours des risques de contamination par le sida et par l'hépatite B, même si ces risques sont minimes. Le reportage d'FR3 Marseille. Le centre régional de transfusion sanguine de Marseille est accusé d'écouler du sang contaminé. Une accusation réfutée par les scientifiques du CRTS des Bouches-du-Rhône.
Il n'y a pas de sang contaminé dans la région et ce titre qui est de nature à faire peur, à créer de l'angoisse chez les malades, est un titre qui doit être proscrit et pour lequel j'émets un démenti absolu. Accusé numéro 1, le plasma. Il en existe deux sortes. Le premier, baptisé PFC pour plasma frais congelé, est un produit à risque. En le recevant, un patient a une chance sur 500 000 d'être infecté par le virus du sida. Le second, dit viro inactivé, présente beaucoup moins de risques. Mais aujourd'hui, selon le CRTS phocéen, seul un malade sur 6 peut bénéficier de ce produit sain. Et le CRTS, dans cette note adressée aux cliniciens, semble se décharger de toute responsabilité en cas d'infection due au plasma à risque en se basant sur un arrêté. Dans les Bouches-du-Rhône, près de 350 patients par an ont besoin de plasma pour des problèmes aigus de coagulation. D'ici le mois d'octobre, selon le CRTS, tous ces besoins d'urgence seront assurés avec du plasma enfin inactivé. 5 dockers sont toujours sous les verrous ce soir à Dunkerque et toute la journée, plus de 200 personnes ont attendu devant le palais de justice la décision du juge d'instruction. Pas d'incident, mais beaucoup de tensions. Le reportage sur place d'Éric Brisson et Éric Mangani, FR3 Lille. Le juge d'instruction a confirmé aujourd'hui la mise sous mandat de dépôt des 5 dockers dunkerquois inculpés mercredi de dégradation de biens privés. Une décision jugée politique et inacceptable par les dockers, réunis devant le palais de justice pour soutenir leurs camarades. Un sentiment partagé par maître Jacques Vergès, l'avocat de l'un des dockers. D'un côté, des ministres coupables dans l'affaire du sang contaminé, des médecins coupables dans l'affaire du sang contaminé, se promènent librement. Et de l'autre, un docker qui se bat pour son gagne-pain est en prison. Alors que son client rejoint la prison, Jacques Vergès explique son point de vue au docker massé à l'extérieur. Cette attitude du plus médiatique des avocats français a regonflé le moral des dockers qui terminent leur 4e semaine de grève. Maître Vergès a fait appel de la décision du juge d'instruction devant la cour d'appel de Douai. Le dossier des 5 dockers devrait de nouveau être examiné sous 15 jours. 2 semaines qui seront mises à profit par la CGT pour établir un nouveau plan de bataille, alors que le patronat, par la voix de l'UMC, a de nouveau refusé aujourd'hui, dans une lettre adressée au syndicat CGT, la réouverture de négociations. Oui à la loi de 92 sur la mensualisation, non aux conditions d'application signées à Dunkerque par une minorité. Tel est le discours de la CGT, bien décidée à ne pas plier. Formule 1, c'est cet après-midi que se déroulait à Budapest la première séance d'essai du Grand Prix de Hongrie. Comme d'habitude, les 2 Williams-Renault ont dominé cette première séance. Et c'est Riccardo Patrese qui a réalisé le meilleur temps devant son coéquipier Nigel Mansell. Mansell qui n'a plus besoin que d'une victoire pour être déclaré champion du monde. La situation paraît simple, mais la Fédération internationale vient d'ordonner aux écuries d'utiliser un carburant classique à la place des carburants spéciaux, de quoi brouiller toutes les cartes. Jean-Philippe Guillen. Depuis le début de la saison, les Williams-Renault accumulent les victoires, aidés en cela par la firme Elf qui leur fournit des carburants spéciaux très compétitifs. Une association pétrolier motoriste qui n'est pas unique en son genre, puisque Shell et McLaren, ou Agip et Ferrari, travaillent également en parfaite collaboration. Mais la Fédération internationale, par la voix de son président Max Mosley, a décidé de renforcer les contrôles de conformité des carburants dès ce week-end en Hongrie. But avoué de l'opération, obliger toutes les Formule 1 à consommer de l'essence de commerce issue directement de la pompe. Mais avec une qualité d'essence revue à la baisse, les ingénieurs de chaque écurie craignent pour la résistance des moteurs. Si Nigel Mansell, à qui une victoire suffit pour être déclaré champion du monde, parle de courses transformées en véritable loterie, les ingénieurs de Renault Sport préfèrent ne pas polémiquer. Ils vont utiliser un nouveau moteur, le RS4, plus puissant et plus souple, qui sera alimenté pour les essais et la course avec de l'essence classique. On peut quand même s'étonner de cette décision soudaine de la Fédération internationale et remarquer qu'elle intervient juste au moment où l'écurie et le pilote qui dominent la saison s'apprêtent à être couronnés. Une image pour terminer ce journal, celle de 3 pachydermes passant un péage sur l'autoroute du Sud pour rejoindre le zoo de Peaugres en Ardèche. Etty, Josepha et Junior ont rejoint un autre éléphant du zoo. Et les 3 éléphants ont passé une semaine en pleine mer sur un paquebot avant d'arriver sur le port de Marseille, vous le voyez. Poids moyen des pachydermes, 3 tonnes.
Voilà, fin du 19-20, le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 21h39, soir 3 présenté par Catherine Matoche. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touret, à lundi 19h. Bonsoir.